Dimanche en politique, Patrick Mignola, bonjour. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement et proche de François Bayrou, que vous suivez depuis le MoDem notamment. Léon XIV est le nouveau pape élu jeudi. Le nouveau chef de l'Église catholique, né aux États-Unis, a des origines françaises et italiennes par ses parents. Quel grand honneur pour notre pays, a aussitôt réagi Donald Trump. Emmanuel Macron a déclaré espérer que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Patrick Mignola, un pape américain, c'est une première. Oui. Quel rôle il aura d'après vous? Je crois qu'on vient de vivre une semaine importante avec des espoirs de paix en Ukraine et un message de paix avec ce nouveau pape. Et je crois qu'au-delà de son origine géographique, c'est le message à partir duquel il a été élu, il l'a exprimé hier, qui est important. Il s'appelle Léon XIV. Il s'est placé dans les pas de Léon XIII, qui était celui qui avait bâti la doctrine sociale de l'Église au moment de la Révolution industrielle. Et aujourd'hui, il voudrait rebâtir la doctrine sociale de l'Église dans les nouvelles évolutions technologiques et l'intelligence artificielle. Vous dites bienvenue dans le club. Donc je crois que c'est un élément important du débat politique pour rassurer nos concitoyennes et nos concitoyens sur le chemin qu'on doit prendre dans les années Comme qui vous le viennent. dites, l'Église catholique intervient souvent dans les débats de société. Par exemple, sur la fin de vie, qui va venir en débat à l'Assemblée nationale, donc à partir de demain. Sur ce sujet, François Bayrou a voulu deux textes. C'est celui sur l'aide active à mourir qui divise. Parce que y a des gens qui voudraient que ce soit déjà dans une même loi, ça c'est une chose. Et puis sur jusqu'où va-t-on dans l'aide active à mourir. Est-ce que le gouvernement laissera le dernier mot aux députés et aux sénateurs, ou est-ce qu'il imposera son point de vue? Non, c'est un débat de conscience et c'est un débat au terme duquel toute la liberté de vote des parlementaires, et c'est pas un vote partisan qui aura lieu, doit s'exprimer. Pourquoi le gouvernement suivra ce qui sortira de l'Assemblée et du Sénat? Vous avez soulevé un sujet important d'abord. Pourquoi on a fait deux textes? D'abord parce que les soins palliatifs fondamentaux et l'aide à mourir, ce sont deux sujets qui sont liés, mais qui ne pouvaient pas être dépendants l'un de l'autre. Pour autant, les discussions auront lieu ensemble et le vote aura lieu le même jour. Et je vous confirme qu'effectivement, le vote aura bien lieu parce que le rôle du gouvernement, quelles que soient les consciences des uns et des autres, et la mienne peut être interrogée aussi, comme la vôtre, comme celle de tous les Français, c'est de faire en sorte que ce débat puisse avoir lieu. Je sais que les députés ont beaucoup travaillé, 3 ans de travail, surtout Patrick Mignola, pour arriver à un texte équilibré. Ce qui sortira du Parlement sera ce qui sera dans la loi. Oui, exactement. Il n'y aura pas de rectification de la part du gouvernement. Il n'y aura pas de rectification. On est vraiment sur de grands débats sociétaux où chacun doit déterminer, en matière d'aide à mourir, ce que peuvent être les critères qui permettent peut-être d'avancer sur ce sujet, mais en tout cas de mettre tous les garde-fous nécessaires pour que cette loi ne dévie pas de ses orientations initiales. Et moi, je fais confiance à Olivier Falorni et au grand nombre de députés, de toutes sensibilités confondues, pour le travail qu'ils ont fait. L'annonce d'ArcelorMittal de supprimer plus de 600 emplois en France, c'est un sujet plus que jamais politique. Nationalisé ou pas, c'est l'une des questions. D'autres entreprises sont aussi en difficulté pour d'autres raisons qu'on va vous expliquer. Perrier, par exemple. Aujourd'hui, c'est pour passer un message aux actionnaires. On ne peut pas se partager des dividendes et de l'autre côté supprimer des emplois, que ce soit en France et partout en Europe. ArcelorMittal annonce 600 licenciements. Le groupe veut délocaliser aux États-Unis, au Brésil, en Inde. Si aucune mesure n'est prise, 15 000 emplois sont menacés. Arkema, ST Microelectronics, Vancorex, ArcelorMittal. C'est désormais au tour de l'industrie du verre d'être la cible d'actionnaires sans foi ni loi. Pour sa filiale OI France, le groupe communique sur 320 licenciements nets. C'est inacceptable qu'il y ait un groupe qui fait de l'argent, un site qui est équilibré, qui décide d'être rayé de la carte. Nous appelons aujourd'hui l'État à aussi se mobiliser sur ce territoire parce que le territoire gardois est un territoire industriel en difficulté. On a évoqué la possibilité que l'État puisse avoir recours à une mesure de nationalisation temporaire qui permet d'avoir le temps de trouver un repreneur. 3 des 4 lignes de production ici sont dédiées aux bouteilles Perrier, une industrie également dans la tourmente ces derniers mois. Pas d'interdiction d'exploitation, mais une dernière chance pour Perrier. La marque a 2 mois pour retirer les filtres interdits qu'elle utilise pour purifier ses eaux. Il y a eu de la tricherie, c'est pas normal. Pour les jeunes, d'emploi. Si Perrier ferme, c'est foutu. Nous avons besoin de nous battre sur chaque dossier et aussi de trouver des solutions
en se battant au niveau européen, en se battant sur les enjeux de protection commerciale. Au Parlement, plutôt que de disserter sur la proportionnelle, nous voudrions débattre d'une loi spéciale pour la réindustrialisation. Patrick Mignola, plans sociaux sur plans sociaux, vous avez vu qu'il y a des appels aussi pour dire quand il y a des gros groupes comme ArcelorMittal ou OI par exemple, il faut passer par la nationalisation même si c'est une nationalisation temporaire. Pour vous, au gouvernement, c'est hors de question cette piste? Alors d'abord, première chose, le gouvernement est aux côtés de ces entreprises qui sont en difficulté pour les accompagner, et évidemment aux côtés des salariés dont on comprend l'inquiétude. Dans notre pays, depuis 4 ans, il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment. Oui, la réindustrialisation est pour autant trop lente. Et pour répondre à ces questions... De nationalisation. Tous les chemins sont possibles. Y compris mais la nationalisation, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre 1 minute pour vous expliquer pourquoi. Non, 30 secondes. Allez, 30 secondes. En 30 secondes, le premier sujet pour l'industrie, c'est le prix de l'énergie. C'est tout le travail qui est fait au Parlement aujourd'hui avec la future loi sur l'énergie. Et il faut qu'au 1er janvier prochain, on fixe le prix de l'électricité, parce qu'on a beaucoup électrifié notre industrie sur les dernières années, qui soit fixe, durable, pérenne, et que les industriels puissent compter dessus, à la fois pour maintenir les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui et pour en attirer d'autres. Et la deuxième chose, c'est la protection aux frontières de l'Europe, parce que nous avons des normes environnementales extrêmement exigeantes, quand la Chine, par exemple, qui essaye de nous envahir avec son acier, ne les a pas. Et il faut donc que l'Europe accélère sur ce sujet de la protection commerciale aux frontières. Et que vous nationalisiez ou pas, vous ne changerez pas le prix de l'électricité, ni la protection commerciale aux frontières. Non. Donc la nationalisation, en réalité, ça ne peut pas être une réponse. Les réponses, elles sont économiques, financières, industrielles et sociales des salariés. À ce paysage s'ajoutent les menaces de Donald Trump sur les droits de douane, qui s'appliquent déjà sur l'acier, l'automobile, l'aluminium. L'Allemagne, par la voix de Friedrich Merz, estime que c'est le moment, pour contourner les États-Unis, de signer le Mercosur avec les pays d'Amérique latine. Là, tous les partis politiques ont été unanimes à l'Assemblée nationale il y a quelques mois pour dire hors de question. Est-ce que pour vous, à l'heure qu'il est, il faut rouvrir le débat ? Non, il ne faut pas rouvrir ce débat. En tout cas, ce n'est pas du tout la position du gouvernement. Pourquoi ? Parce que les clauses miroirs, notamment pour nos agriculteurs, ne sont pas respectées. Exactement comme pour l'industrie, ce que je décrivais avec l'acier chinois, pour les bovins d'Argentine, il faut qu'on ait des clauses miroirs pour qu'on protège nos agriculteurs. Mais sauf que les Allemands, ils veulent qu'on rouvre le débat. On est en Europe, vous dites. Mais on comprend parfaitement. Les Allemands voient qu'il pourrait y avoir des débouchés nouveaux parce qu'on ne les aura pas avec les États-Unis. Nous, on souhaite préserver notre agriculture parce que l'agriculture française est en Europe la seule manière d'assurer notre souveraineté alimentaire. En réalité, il faut parvenir à convaincre les États-Unis de revenir sur leurs décisions incompréhensibles. Mais le Mercosur, le débat ne sera pas rouvert en France. Mais il ne peut pas être rouvert tant qu'on n'a pas rétabli des clauses miroirs. Vous voyez, on avait signé un accord avec le Canada où il y a des clauses miroirs et ça fonctionne très bien. Tant qu'il n'y a pas de clauses miroirs, on ne réouvre pas le débat sur le Mercosur. Les eaux Nestlé, on en parlait, filtrées illégalement après autorisation de l'État. Une commission d'enquête a été mise en place au Sénat qui va rendre ses conclusions dans quelques jours. Est-ce que le gouvernement tiendra compte de toutes les conclusions, y compris s'il doit y avoir des poursuites judiciaires contre Nestlé ? Absolument. Non seulement il y a une commission d'enquête au Sénat, mais il y a aussi une procédure judiciaire qui est en cours. Il y a 2 objectifs sur Nestlé, tout en sachant qu'il faut qu'on se batte pour que le site de Vergès ne ferme pas. La première chose, c'est la protection du consommateur. Et ça, de bout en bout, l'Agence régionale de santé a veillé à ce que le consommateur soit protégé et qu'à aucun moment, il y ait le moindre risque 2 mois pour se mettre aux normes. Et ensuite, il y a la réglementation sur le microfiltrage, qui fait que, selon le filtre que vous utilisez, vous avez l'agrément d'eau minérale ou pas. Et ça, Nestlé a été mis en demeure de se mettre en conformité, et donc il faudra qu'il le fasse. Donc évidemment, le gouvernement tiendra compte de ce qui est dit à la fois au Parlement et devant les tribunaux. Parce que dans cette affaire Nestlé, les sénateurs voulaient entendre Alexis Collère, ex-secrétaire général de l'Élysée, qui a été en contact avec des dirigeants de Nestlé, qui auraient appuyé pour qu'ils aient l'autorisation de filtrer leur eau. Alexis Collère a refusé de s'y présenter, de même qu'il a refusé de se présenter devant la commission sur les dérapages des finances publiques. Vous, en tant que ministre des Relations avec le Parlement, ça ne vous choque pas ? Non, ça ne me choque pas, parce que le ministre des Relations avec le Parlement, d'abord, il fait respecter la Constitution avec la séparation des pouvoirs. Non, mais sur le principe, ça vous choque pas non, parce que la séparation du pouvoir fait qu'au Parlement, on ne peut pas auditionner le président de la République et moins encore ses collaborateurs. Et en l'occurrence, avouez qu'il y a un vide. Je vois bien ce qui est derrière tout ça, comme d'habitude. On essaye de faire d'une affaire technique, juridique et surtout sanitaire, une affaire politique. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la protection du consommateur et au respect de la loi. Être ministre des Relations avec le Parlement, avec une Assemblée nationale qu'on connaît morcelée, c'est une mission de confiance que vous a confiée donc François Bayrou, que vous connaissez depuis très longtemps.
depuis le MoDem, je le disais tout à l'heure. Est-ce pour se rassurer que les politiques aiment s'entourer d'objets symboliques? Une petite marque de mes montagnes et de la Savoie, c'est un piolet qui vient d'un bataillon de chasseurs alpins. Et qui dit piolet, dit ascension de l'Himalaya, théorisé par François Bayrou à son arrivée à Matignon. La chaîne de l'Himalaya, certains grands aventuriers sont arrivés à la franchir. C'est le Sherpa de l'aventurier qui le dit. François Bayrou a su attendre son heure et forcer son destin. Il l'a voulu, ce poste. Il paraît même qu'il l'a arraché avec les dents. Oui, il l'a accepté, il a probablement un peu insisté, parce que quand on fait de la politique, le but ultime, c'est d'arriver à changer un peu la vie. S'agit-il ici de changer la vie ou d'inscrire une empreinte en résonance avec l'actualité? Une proposition de loi pour que le capitaine Alfred Dreyfus soit complètement réhabilité, c'est-à-dire devienne général de brigade. C'est un texte que nous accompagnerons. Moi, je ne sais pas dire s'il est de droite ou s'il est de gauche, mais en tout cas, il va faire progresser l'histoire de France. Déminé, créer du consensus pour un Premier ministre sans majorité, Patrick Mignola en a accepté le défi. Vous craignez la censure pour votre patron? Il faut jamais avoir peur de rien. Soit vous faites plus rien, soit vous prenez tous les risques. Et l'agent de liaison du MoDem est en route vers l'Assemblée nationale. C'est un peu un métier d'acteur, là. Non? Faut mémoriser. En fait, non, sur des sujets qui me concernent directement, en fait, je m'efforce de parler sans notes. Et quand on doit représenter les autres, il faut essayer d'être le plus fidèle possible à ce qu'ils auraient dû dire s'ils avaient été là. Les questions au gouvernement restent l'épreuve de vérité qui révèle ou accentue les failles du moment. La séance est ouverte. L'occasion pour Patrick Mignola de retrouver son mentor sur les bancs du gouvernement. Assemblée nationale ou Sénat, le message de cette semaine était le même, sonner l'alarme et appeler au référendum. La situation de nos finances publiques, c'est le grand enjeu des Français, qui sont les premiers concernés. Je vais vous dire exactement ce qui nous manque. C'est que les Français prennent conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Patrick Mignola, un référendum sur les finances publiques, inédit. C'est l'idée de François Bayrou qui fait beaucoup débat depuis une semaine. Vous n'avez pas l'impression de contourner quand même les députés en faisant ça, ou les sénateurs, enfin qui doivent voter le budget, quoi? Non, parce que le Parlement a et aura toujours le dernier mot, évidemment, pour faire le budget. Mais si on veut s'en sortir, on s'en sortira que tous ensemble. Et je crois qu'il faut rassurer les Français, et que si le président de la République, parce que c'est lui qui décide in fine, décidait de mettre devant les Français la question du référendum sur le rééquilibrage de nos finances publiques, ce sera aussi utile sur le moment du vote que pendant tout le moment de la campagne. Est-ce que vous pensez que le président de la République va suivre le Premier ministre mardi quand il va annoncer des référendums? Je l'espère. Parce que mais vous n'en avez pas encore l'assurance? Les Français... Ah non, non, parce que le gouvernement propose et le président de la République dispose. Mais je pense que ça peut être une occasion formidable d'un grand débat national sur nos finances publiques et que ce moment, ce sera le moment pour rassurer les Français, parce que ce qui est proposé, ce n'est pas une cure de sang et de larmes. Ce n'est pas des choses impossibles. En 2018 et en 2019, on avait un budget qui avait moins de 3% de déficit budgétaire. On avait des comptes sociaux équilibrés. Je prends un exemple. Sur l'emploi des seniors, si on avait le même taux d'emploi des seniors en Allemagne et en France, il n'y aurait pas de problème d'équilibre des comptes sociaux en France. Ça, les et donc, ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Mais justement, parce que les Français, ils aimeraient bien être consultés, eux, plutôt sur les retraites et l'immigration. C'est envisageable? Oui, mais après, c'est aussi le président de la République qui en décide. Je crois que le président de la République, il est attaché à réconcilier les Français avec la politique, et on sait à quel point c'est difficile. Et François Bayrou l'aide en faisant ça? Et ça passe, évidemment, parce que, vous savez, François Bayrou, quand on lui a posé la question de la réforme des retraites il y a quelques années, il avait lui-même proposé qu'on mette ce sujet par référendum devant les Français. Sur la question des finances publiques, plutôt que venir sur vos plateaux et expliquer qu'il n'y a qu'à faire ça, il faut qu'on fasse ça, pourvu que ça ne nous concerne pas, mais que ça concerne les voisins. On soit capable de dire, voilà, on a un premier grand objectif en France, c'est que nos jeunes rentrent plutôt sur le marché du travail, que les femmes soient moins soumises à des temps partiels non choisis. Éventuellement, il peut y avoir d'autres questions au référendum. Bon, évidemment. Mais vous voyez le risque politique. Si les Français disent non, tout le monde saute. Hein. Mais faire de la politique... Vous voyez le risque politique. C'est prendre des risques, mais... Y compris pour le président de la République. Pour le Premier ministre, c'est une chose, mais pour le président de la République. Je crois qu'on n'est pas complètement naïf. En fait, vous avez parfaitement raison, Francis Le Tellier, parce que vous connaissez parfaitement la vie politique. Un référendum, en général, on ne répond pas à la question, on répond à celui qui la pose. En tout cas, c'est à lui qu'on veut faire passer un message. Donc il y a un vrai risque politique. Si vous posez plusieurs questions, on a peut-être un peu plus de chances que les Français s'intéressent. Moins de risques, donc. Plus à la question. Moins de risques. Et moi, je crois que la question des finances publiques est importante, mais il peut y avoir aussi des questions de société. Il peut y avoir des questions pour éviter que le référendum ne soit un pour ou contre. Territoriale, exactement. En fait, si vous faites des référendums plébiscitaires
qui font dépendre l'avenir d'un gouvernement ou l'avenir d'un président de la République du résultat du vote, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je crois que la démocratie, elle ne peut pas se contenter de donner la parole aux Français une fois tous les 5 ans et considérer qu'ensuite on a un chèque en blanc. On a besoin de revenir à période régulière devant eux pour leur soumettre les décisions. On va revenir sur les aspects plus politiques de ces référendums. Et en particulier quand il y a une Assemblée nationale dans laquelle la majorité n'est pas évidente. Il y a un énorme boulot qui est fait par les députés pour trouver des compromis entre eux, texte par texte. Mais je voudrais vous si parler... on peut le faire aussi en lien avec les Français, je pense que c'est très simple. Très bien. Alors, on va revenir sur l'aspect plus politique des référendums tout à l'heure. Mais mercredi, François Bayrou donc, va être entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences scolaires, et notamment sur Notre-Dame de Bétharram. S'est-il préparé ? Oui, il s'est préparé sérieusement parce que c'est une épreuve politique. Avec vous l'avez aidé, vous l'avez conseillé ? Et puis, on l'a évoqué à plusieurs reprises, parce que c'est aussi une épreuve humaine. Parce qu'il se retrouve aussi dans une situation où il est père de victime. Vous savez, la question sur Bétharram, au fond, c'est la fille de François Bayrou qui l'a le mieux formulée. Comment, dans les rapports sociaux, il y a des violences qui s'exercent de façon telle qu'elles réduisent les victimes au silence. Pourquoi il y a des femmes qui peuvent se faire violer, ne rien en dire pendant 20 ans ou peut-être jamais. Ça, c'est intéressant. Pourquoi il y a des enfants qui se font frapper à l'école et qui ensuite n'en parlent jamais. Patrick Mignola, d'accord, mais les oppositions, elles ont pointé du doigt des propos contradictoires sur ce qui s'est passé à Notre-Dame de Bétharram de la part du Premier ministre. Est-ce qu'il va apporter des précisions et des nouveaux éléments ? Absolument, lui, il va venir prouver sa bonne foi. Avec des nouveaux éléments ? C'est un exercice extraordinairement difficile. Mais avec des nouveaux éléments ? Parce que sa responsabilité au Premier ministre, c'est de prouver qu'il n'a pas fait quelque chose. C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est pour ça que dans un procès, en général, la charge de la preuve est portée à l'accusation et pas à l'accusé. Mais il va essayer de le faire, il va essayer de le faire sérieusement. Il va devoir prouver qu'il n'a pas menti. Exactement. Et moi, ce que j'attends, c'est que lui, et je suis sûr que ce sera le cas, que la commission, je pense que ce sera le cas aussi. Moi, je fais confiance dans le travail des députés. Pas seulement par fonction, aussi par nature et par conviction. Il va apporter de nouveaux éléments, le Premier ministre. Cette commission, mercredi, il va doit être à la hauteur des victimes. D'accord. Mais elle doit être à la hauteur. Oui, mais j'ai entendu votre message, elle doit être à la hauteur des victimes. Mais il va y avoir de nouveaux éléments apportés par le Premier ministre. Le Premier ministre, il va venir avec tous les éléments permettant de montrer qu'il n'a pas menti et que sur ce sujet fondamental, qui pose une question de comment l'État a, depuis 30 ans, pu laisser des victimes sans liberté de parole. Moi, j'espère une chose simplement, c'est qu'il n'y aura pas que ce ministre de l'Éducation nationale-là. Il y en a eu 16. Ils ont prévu d'interviewer depuis 30 ans. J'ai vu qu'il y en avait 2 ou 3. Mais il me semble que plus que ça. S'ils veulent être à la hauteur des victimes, il faut qu'on arrive à démontrer comment les choses se sont passées pour qu'elles ne se passent plus à l'avenir. Et c'est ça le vrai enjeu, au fond. Je vois bien qu'il y a derrière tout ça beaucoup de calculs politiques aussi contre le Premier ministre. Ça, c'est le sujet du Premier ministre avec la commission d'enquête. Devant les Français, ce à quoi il tiendra, et ce à quoi le gouvernement tiendra, c'est est-ce qu'on regarde la mécanique qui a conduit à réduire au silence des victimes. Alors, on en parlait. François Bayrou a créé la surprise la semaine dernière en évoquant un référendum sur les finances de la France. On va en reparler avec Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, qui est toujours avec nous. Rebonjour Laurence. Bonjour Francis. Bonjour Patrick Mignola. Un référendum peut engager un autre. Exactement, celui que va probablement annoncer le 13 mai le président de la République sur le plateau d'une chaîne concurrente. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça donne un petit peu l'idée d'une cacophonie au sommet de l'État? Chacun y va de son référendum. Vous parliez de calcul politique. Est-ce que les Français ne peuvent pas se dire que c'est devenu le nouveau bidule, le référendum? Écoutez, moi j'étais à Valence vendredi, à Chambéry samedi. Je n'ai vu personne qui se plaigne d'être régulièrement consulté par les pouvoirs publics. Au contraire, moi je crois que les Français ont besoin d'être entendus à période régulière. Ils ont besoin de participer au débat public. On a besoin dans notre démocratie de ne pas considérer que d'un côté il y a les gouvernants qui seraient les grandes personnes et puis qu'il y a les enfants dont on s'occupe et qu'on n'interroge pas. Est-ce aussi que les Français ont été consultés par exemple l'an dernier lors des dernières élections législatives et que leur message n'a pas été entendu puisque ça n'est pas vous qui avez gagné les élections mais le RN et le Nouveau Front Populaire. D'abord le Nouveau Front Populaire, puis le RN. Et en l'occurrence, voilà, exactement. Et ça n'est pas eux qui sont au pouvoir. Et en l'occurrence, la force qui gouverne aujourd'hui, je me permets de le rappeler, c'est celle qui est la plus nombreuse à l'Assemblée, c'est-à-dire l'alliance entre le bloc central et les Républicains. Mais si vous considérez que sur tous les sujets qui les concernent,
les Français ne s'expriment qu'au moment des élections, je crois que vous vous trompez. Alors justement, on parlait de ce gouvernement. Dans ce gouvernement que François Bayrou espère voir tenir jusqu'en 2027, est-ce que, vu de ce qui se passe à l'Assemblée, vous êtes bien placé pour le voir, est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut tenir jusqu'en 2027 ? Le but, c'est pas de tenir, c'est d'agir. Agir, il faut tenir. Ce gouvernement, en fait, ne sera à la hauteur de ses responsabilités que s'il continue à faire des choses concrètes pour les Français. Et là, il ne faut que du concret. On a fait des budgets. Ensuite, on a fait des lois agricoles. Ensuite, on a fait des lois pour les collectivités locales. On a fait des lois régaliennes, justice des mineurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec Philippe Ballard, sur le narcotrafic. Redressement des finances publiques. Là, on est sur redressement des finances publiques, sur fin de vie, on a une loi sur l'énergie, on a beaucoup à faire, et à période régulière, il faut rendre compte aux Français, et nous, on s'est donné un horizon, c'est celui du 30 juin, en disant, voilà ce qu'on a fait concrètement dans votre quotidien. Parce que moi, je vais vous donner mon avis. Enfin, la vie politique ne peut pas se contenter d'effets d'annonce sans qu'elle n'ait d'effets réels. Alors justement, en parlant d'effets d'annonce, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du JDD, a lui une idée de référendum sur l'immigration. Est-ce que vous trouvez que c'est souhaitable ? Le référendum sur l'immigration, aujourd'hui, il n'est pas possible constitutionnellement. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Est-ce que vous ne craignez pas que ça crée de la frustration chez les Français qu'on leur dise à chaque fois que ça n'est pas possible constitutionnellement ? En l'occurrence, moi je rappelle une chose, parce que je suis dans ma fonction, c'est que le pacte asile-immigration, qui a fait l'objet de 2 années de travail à l'échelle de l'Union européenne, devra être soumis aux parlementaires, députés et sénateurs, à l'automne. Et je crois que ce sera un moment très important. Ça fera office de référendum. Si le cas échéant, dans le cadre de cette discussion, il faut aussi faire évoluer la loi sur le référendum, on pourra le faire. Rien n'est interdit. Tous les risques sont bons à prendre quand on gouverne, surtout dans une situation fragile. Et alors, Bruno Retailleau, qui pourrait devenir bientôt le patron des LR, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est souhaitable ? Et est-ce que ça, au gouvernement, ça ne crée pas une difficulté que le patron d'un parti qui en plus aspire à devenir en 2027 président de la République, je parle de Bruno Retailleau, est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas un remaniement ? Il y a beaucoup de questions en une. Alors, on va prendre dans l'ordre. Est-ce que c'est une bonne chose, Bruno Retailleau ? Vous comprendrez que le ministre des Relations avec le Parlement ne veuille surtout pas donner son avis personnel dans le cadre d'un combat interne à un parti politique. Juste une chose. Ça ancrait l'air au sein du socle commun. Quel que soit le vainqueur, Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, je sais qu'il y a un besoin. C'est de considérer qu'on ne doit pas tout remettre à 2027. Et que les Français, ils vont vivre en 2025, en 2026 et en 2027. Que donc, il y a besoin d'un gouvernement qui agit. Pour qu'il y ait un gouvernement qui agisse, il faut qu'il y ait un bloc central, qu'il y ait les Républicains, et que nous soyons ensemble capables de créer des compromis à notre droite et à notre gauche au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que Bruno Retailleau peut rester au gouvernement à ce moment-là, s'il est élu patron des LR ? Mais ça va de soi. Le Premier ministre, lorsqu'il a constitué le gouvernement, il a proposé à tous les chefs de parti qui le souhaitaient, d'entrer au gouvernement pour qu'on ait une mobilisation d'unité nationale au service des Français. Donc, si Bruno Retailleau devient chef de parti, si c'est Laurent Wauquiez, il est président de groupe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de la même façon, ce sera la même proposition de travailler ensemble. Merci Laurence. François Bayrou, il a ouvert plein de chantiers. Tous les projets de loi pourront-ils passer avant l'été ou est-ce qu'il faudra que les députés travaillent aussi en juillet et août ? Écoutez, il m'a posé la question. Et il se pose la question, ça va de soi, parce que à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de textes, parce que, comme on a vécu 6 mois de crise politique l'année dernière, il faut à la fois qu'on fasse le travail d'aujourd'hui, mais qu'on rattrape le travail qui n'avait pas été fait hier et avant-hier. Et donc, moi, je suis en train de préparer ce que pourraient être des textes lors d'une session extraordinaire. Donc, il y aura une session je pense à un projet de loi sur la résilience et la cybersécurité, au statut de l'élu, extrêmement important pour les maires. On a une loi Mayotte 2, et donc ce que je sais, et dans les échanges qu'on a avec le Premier ministre, c'est qu'on a beaucoup de travail devant nous, donc, et qu'une session extraordinaire pourrait être utile. Donc ce sera à trancher probablement à la fin du mois de mai, et c'est une décision qui se prend à 4, le Président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Alors, le président de l'Assemblée nationale est déjà convaincu qu'il en faut une. Mon travail, ce qui m'étonne guère, parce qu'on est souvent en accord. Donc, les députés vont travailler en juillet-août, c'est ce que vous annoncez. Je peux évidemment pas vous dire, parce que je ne fais pas partie de ces 4 personnes-là. S'il y aura ou non une session extraordinaire, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les députés travaillent beaucoup, que les sénateurs travaillent beaucoup, et que s'il y a une session extraordinaire, elle sera utilement occupée. Il nous reste 10 secondes. Est-ce que la loi sur la réforme de l'audiovisuel public passera de ce fait ? Peut-être dans une session extraordinaire, mais en tout cas, évidemment, c'est une loi qui n'est pas
pas abandonner. Le gouvernement... Seulement dans une session extraordinaire, pas avant. Le gouvernement n'abandonne aucun combat au service des Français. Merci Patrick Mignola d'avoir accepté notre invitation.